toutes et à tous, bienvenue pour ce 15e épisode de la 8e saison de Cold Facts, un épisode à distance puisque Greg n'était pas physiquement disponible, où on a décidé de répondre à une multitude de vos questions. Vous avez demandé de le faire, vous l'avez été parfait. On a des questions sur tous les clubs sauf sur Ajoie, mais pas de souci. On commence avec Bienne, où Martin Philander est aussi remis en question par certains supporters. Ajoie, qui a fait 4 points le week-end dernier, qui va un petit peu mieux, mais on va voir, on va essayer de décoder un peu, déchiffrer tout ça. Après, on passe à Fribourg qui joue jeudi soir du côté de Lugano, avec un petit peu en attaque, un petit peu en défense, et des questions sur les gardiens aussi. À Genève, c'est le rendement de Taylor Beck, c'est savoir si Marc Gauci a pas fait n'importe quoi. Et puis, on termine avec Lausanne. D'ailleurs, aussi, on a une petite question sur la Swiss League et la National League pour ce qui nous a fait mousser. Et puis, à Lausanne, comment le jeu à 5 contre 5 se passe et puis comment on gère les multitudes blessures. Salut Greg. Buongiorno Gianfredo, ça va? Bien, et toi? Ça veut dire que tu te trouves à Lugano? Pas encore, je suis en route pour Lugano avec un tout petit crochet par Bologne pour 2 petits jours et un concert là-bas. On profite des jours sans match pour faire des choses autres que du hockey, donc, mais on n'oublie pas Colfax quand même, donc quand même au rendez-vous, juste à distance. Donc on espère que techniquement tout se passera bien, mais j'ai pas trop de soucis. Moi je pensais que tu disais du jour sans match, que avant d'aller faire un petit crochet par Lugano, t'allais te rendre pour le match de ce soir entre Ajoie et Bienne. On est plusieurs à Blic, donc il y a d'autres personnes qui peuvent travailler. Et donc, on aura quelqu'un sur le match Ajoie-Bienne. Et d'ailleurs, justement, on va remercier toutes les personnes qui ont pris la peine de nous poser des questions. C'est des épisodes pour nous qui sont, entre guillemets, faciles, parce qu'après, on a plein de thématiques qui nous sont soumises. Après, ça nous demande de potasser un peu, mais c'est intéressant. Donc, merci à tout le monde pour cet épisode un peu questions-réponses. Et je te propose qu'on commence directement par un des 2 clubs qui jouent ce soir, Bienne. Exactement, on va commencer par Bienne, et ça tombe bien, on a une question de Fabio Fusaro, un auditeur qui écoute sur la route et puis qui souvent fait des vocaux, mais là il a pris sa plus belle plume, non, son plus beau clavier. Bonjour messieurs, je me réjouis de votre podcast de ce soir, quelques heures avant un Ajoie-Bienne de tous les dangers. Quelques questions, réflexions en vrac. Que pensez-vous de Philander, encore l'homme de la situation ? Ok, beaucoup de jeunes, mais cette année, on est épargné par les blessures. La 2e année des coachs, est-ce que les résultats sont quand même un petit peu décevants ? Non. Steinegger est-il encore l'homme de la situation ? À part Gaëtan Haas, pas de nouvelles annonces. Est-ce que Berchi va être renouvelé ? Est-ce qu'on peut s'attendre à des arrivées de qualité, un coup génial ? Exemple, un Löffel de Berne. Pour l'instant, les choix d'étrangers semblent pas fonctionner. Et puis aussi une question sur le gardien. Ne faudrait-il pas un 3e gardien, entre parenthèses suisse, comme un Desclous ? Où est-il d'ailleurs ? Un Chacho, Cons ou un ex-biennois, Beglieri, pour compléter ce secteur et offrir plus de variantes, car Saint-Céteri ne réussit pas toujours à nous sauver. Et puis après, comment s'en sort Noah Delémont à Cloton ? Bonne émission, vive le hockey roman. Merci beaucoup Fabio. Effectivement, quand il parle de match de tous les dangers avec ce Ajoie-Bienne de ce mercredi soir, c'est difficile de lui donner tort, parce que Ajoie 14e, Bienne 13e. Je dois bien t'avouer que c'est l'autre jour, quand j'ai regardé le classement après les matchs du week-end, que je me suis rendu compte en fait que Bienne était 13e sur 14. Tellement pareil. J'avais en tête une équipe de Bienne qui a eu un début difficile, puis après qui allait un petit peu mieux, puis on se disait là maintenant ils sont gentiment lancés, mais ils vont devoir un peu cravacher pour arriver en play-in en gros. Et tout à coup, bim. Alors bien sûr, il y a peu de points d'écart avec la 10e place d'Ambry, il y en a qu'un. Et un match en moins, donc théoriquement, au point par match, Bienne est donc au même niveau que Berne, mais les 2 sont devant Ambry et Cloton. Ça reste quand même sacrément compliqué. Et maintenant, la 8e place, donc pour avoir le play-in à la maison, est à 12 points. Ah ouais, non, c'est... Ça devient... Là, c'est chaud. Hein. En fait, c'est pas vrai, parce que maintenant, cette année, c'est 7-8 et puis après, c'est 9-10. Mais bref, pour avoir 2 chances en play-in, par contre, c'est à 12 points. Là, ça devient sacrément loin. Donc oui, quand tu joues à Ajoie, dans cette situation-là, honnêtement, il n'y a pas d'autres options
que de gagner. Et oui, c'est vraiment l'urgence. Le problème, c'est que si tu regardes les stats du HC Bienne sur les 10 derniers matchs, c'est la 13e équipe de la Ligue, donc elle est clairement à sa place au classement en fonction de ce qu'elle propose sur la glace. Expected goal, c'est vraiment à la cave avec 44%. Il y a juste Ajoie, en l'occurrence, qui fait moins bien. Bienne crée très peu. Défensivement, c'est moyen, voire faible. Donc oui, il y a tous les secteurs de jeu où c'est un tout petit peu compliqué depuis un moment du côté de Bienne. Donc le power play crée peu, le box play concède beaucoup. Pour moi, tous les indicateurs sont en rouge actuellement du côté de Bienne. Je suis pas sûr que les Biennois sont contents, mais ouais, il y a vraiment pas grand chose qui est positif à Bienne actuellement. Et bah, finalement, le classement, il est juste, il reflète juste ce qu'on voit dans les statistiques, rien d'autre. Ouais, moi, c'est drôle quand tu disais effectivement le côté 13e. C'était sur le plateau des pécalistes quand Roland a dit 13e Bienne. J'étais là, ah bon? J'imaginais Berne, puis après je regardais, puis je vois qu'ils ont le même nombre de points, etc. Mais effectivement, 31 points pour les Tigers qui sont 9e. On a salué l'homogénéité du classement, en tout cas vraiment le fait que beaucoup d'équipes en haut sont très peu de points. Hein. C'est 2e Lausanne avec 44 et puis finalement Genève 8e avec 39. Je pense qu'effectivement c'est le scénario un peu rêvé avec plein de clubs qui peuvent se battre pour cette 6e place. Il y aura de quoi faire. Et puis finalement aussi plein de clubs qui se battent pour la 2e barre. Donc c'est un peu le scénario, je ne sais pas s'il est rêvé, mais il y a un suspense, pas possible. Mais la question maintenant, si on reprend la première de Fabio, c'est que penser de Philander? Et on avait l'impression que ça allait pas mal, on laissait du temps. Maintenant, on a laissé un peu de temps. Est-ce que ce système-là, parce qu'il parle aussi des étrangers, puis je trouve que c'est un peu... Je comprends hein, qu'ils sont peut-être un peu déçus, mais il y a eu un moment, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, on était là à dire « Rayala, Walia Sanderson, même s'il veut garde pas mal, etc. » À part les défenseurs qui étaient moins productifs, ça ne voulait pas dire qu'ils étaient mauvais. En plus, Sateri marchait bien. C'était plutôt correct avec les étrangers. Enfin, il me semblait qu'il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas raison de paniquer. Non, je suis bien d'accord. Bah, d'ailleurs, j'ai fait mon équipe type au Pécaliste cette semaine et j'ai mis Sylvegard en tribune parce que ça fait un moment qu'on le voit plus. Et il fallait mettre quelqu'un de bien. On peut pas mettre le HC bien en tribune parce que la tribune n'est pas assez grande au Pécaliste. Il faut choisir. Ça aurait pu être Martin Philander aussi. Mais là, maintenant, si tu regardes, depuis que Bienne menait 1-0 là, dans le dernier match avant la pause contre Ambry, après, on a pris 3 de suite à Ambry. Ensuite, c'est 2-0 contre Zurich, 6-0 contre Lugano. Donc ça fait 11-0 sur les 140 dernières minutes ou 130 et quelques dernières minutes en défaveur du HC Bienne. Et du coup, c'est clair qu'à un moment, et on sait aussi d'expérience que s'il y a un club qui ne va pas activer le coup près en urgence ou en panique, c'est Bienne. On le dit à chaque fois qu'il peut y avoir des séries de défaites à Bienne. Normalement, ça ne déstabilise pas un vestiaire. Moi, j'entendais beaucoup de mal sur Petri Matikainen à l'époque. Pas de tout le monde. Hein. Certains joueurs l'appréciaient. Hein. Ou du moins le tolérait dans le vestiaire et tolérait ses accès de colère et son style, on va dire, très personnel. Je pense que c'est un bon moyen d'en parler. Là, avec Martin Philander, j'ai personne qui m'en a dit du mal, mais quand tu parles avec des joueurs d'HCBN, tu as un peu des silences des fois le concernant. Et je trouve des fois ça assez révélateur. Et le 23 juillet, on a une prolongation pour une année supplémentaire qui lui a déjà été offerte par le HCBN alors qu'il était encore sous contrat pour une année. Et ça, je dois bien t'avouer que ça va dans les deux sens. Sur le moment, tu te dis, bon, entrer dans la saison avec un coach qui n'a pas de contrat au-delà de ça, c'est jamais optimal, mais en même temps avec... on se souvient avec Yann Cadieux. Ouais, voilà. Mais après, en même temps, il avait fait qu'une saison à Bienne, une saison qu'on va pas qualifier de mémorable hein, du côté de Bienne la saison dernière. Est-ce que vraiment ça justifiait de se dire non, mais il faut vraiment le blinder direct avant le début de la saison? Moi, je suis pas sûr. C'était mi-juillet, donc c'était une période d'estivation pour Colfax, donc on n'en a pas vraiment parlé plus que temps. Si on en avait parlé à l'époque, j'aurais forcément dit que pour moi, il n'y avait pas vraiment de raison. En même temps, ça peut aussi être lu dans l'autre sens, de se dire, Steinegger,
il montre sa confiance au coach qu'il a choisi, malgré des résultats un peu compliqués pour la première année à Bienne. Exact. Et donc, il donne un peu de pouvoir à son entraîneur. Donc, j'aurais pu le justifier, on est bien d'accord, mais je dois bien avouer que ça m'a quand même un petit peu surpris. Et voilà, le début de saison, il donne pas forcément raison à Martin Schneider de l'avoir prolongé. Maintenant, est-ce qu'il est sur la sellette? L'expérience, comme je le disais avant, nous fait un peu dire que non, parce que Bienne est quand même un club assez tranquille et qui ne paniquera pas. En même temps, en cas de défaite ce soir du côté de Porrentruy, et à Joie, on en parlera un petit peu plus tard, il fait un week-end à 4 points. Ça va un petit peu mieux, même si les stats ne sont pas folles. Si tu vas perdre à Ajoie, ben, malheureusement, c'est difficile après de justifier de maintenir Martin Philander en poste avec 5 défaites consécutives, avec 9 défaites en 11 matchs. Absolument, mais alors après, c'est aussi comment dire, le résultat de ces mauvais matchs qui tout d'un coup amène un supporter à se poser la question, Martin Steinegger est-il encore l'homme de la situation? Et je trouve que finalement c'est un petit peu, on verra, hein. Il y a aussi une question sur Marc Gauci, c'est pas tout à fait le même budget, je pense quand même entre les deux. Difficile quand même de juger Martin Steinegger qui possède un bon vivier, effectivement, avec des jeunes. Mais on disait aussi, hein, et Fabio le relève, ok, c'est bien d'intégrer des jeunes, mais on l'a souvent dit, tu peux pas intégrer 4-5 jeunes et espérer que les 5 cliquent tout de suite. C'est mieux d'avoir peut-être un ou deux, un attaquant, un défenseur, et puis de les intégrer gentiment en leur donnant quelques minutes comme ça. Tu avais souligné aussi la bonne gestion d'un Jonan Schwander, par exemple. On avait aussi souligné Blessing, Dionisio. Je pense que c'est quand même plus un tout jeune hein, comparé à Neuenschwander. Mais est-ce que franchement, on peut faire beaucoup mieux que ce qu'a réussi Martin Steinegger? Et il y a la question de Noah Delémont aussi. Hein. Est-ce qu'il aurait peut-être fallu garder Noah Delémont est-ce que finalement Noah Delémont se dit ouais mais bon moi tant pis je vais essayer de me relancer ailleurs et Noah Delémont il a marqué un but tout dernièrement mais sinon c'est pas non plus hyper facile du côté de Cloton. Ouais, alors je vais rembobiner un tout petit peu. Si tu regardes la moyenne d'âge du HC Bienne 22-23, donc l'année de la finale face à Genève. Selon Elite Prospect, c'est 29-13. Alors, il faut toujours faire attention avec ces chiffres parce que ça prend en compte à peu près tout le monde. Les juniors qui sont venus jouer en bout de match, les étrangers qui débarquent en fin de saison, mais ça donne quand même une tendance. C'était 29-13 à l'époque et graduellement, c'est descendu à 28-59. L'année suivante, en 24-25, c'est descendu encore à 27-27. Et maintenant, la saison 25-26, c'est 27-04. Donc, il y a vraiment eu un rajeunissement des cadres, malgré le fait que Robin Grossman soit toujours là. Hein, le vétéran à 38 ans est toujours présent. Mais tu as quand même un rajeunissement des cadres du côté du HC Bienne. Et finalement, il y a un peu cette gueule de bois post-finale qui est toujours en train d'être digérée. Je dis ça en termes de cycle. Ce cycle de la finale est terminé. On le sait, on l'a suffisamment thématisé. Et on disait avant la saison qu'au niveau des étrangers, c'était censé tenir la route, mais qu'il faudrait qu'à un moment, il y ait des Suisses qui émergent pour épauler et pour remplacer finalement les leaders Kettel et les Kunti, les Brunner, des leaders. En tout cas, en termes de scoring, j'ai pas l'impression que Lucas Kunti était un leader dans le vestiaire, mais je suis pas dans le vestiaire du HC Bienne, donc c'est juste je présume juste. Mais voilà, donc là, Bienne, on est dans cette espèce d'entre-deux. Et j'ai l'impression qu'en interne, ils en sont conscients d'être dans cet entre-deux, mais ça prend un peu de temps. Les jeunes qui sont gentiment intégrés, bah, ça prend du temps. C'est pas évident de faire jouer des Jonan Schwander, de leur donner les bonnes minutes de jeu, de les faire progresser. On parle beaucoup de Niklas Blessing. Effectivement, ça se passe très bien son intégration, mais c'est un joueur. Après, Dionisio, bah, il y a des hauts et des bas. C'est une équipe qui est quand même un petit peu... il manque un peu de talent à tous les étages. Et là, c'est là où tu peux te poser une question, d'avoir 7 étrangers du côté de Bienne, quand il te manque un peu de talent, et le talent, ça a un prix. Hein, et est-ce que cette licence étrangère sur un poste de gardien et cet étranger, donc un tournus où tu as systématiquement un étranger en tribune, c'est très paradoxal parce que
après, à Fribourg, on dit l'inverse. On dit il faut qu'ils engagent un septième. Là, pour Bienne, je pourrais tenir la théorie inverse, mais pas parce que c'est une autre stratégie. Enfin, c'est pas parce que la stratégie est différente. Enfin, c'est pas la stratégie qui est différente, c'est les moyens à disposition. Mhm. Et je pense que Fribourg manque pas de talent et donc devrait se permettre d'avoir justement ce tournus et ces options. Par contre, avec un Harry Satteri et a fortiori avec un Louis Janet qui arrête difficilement les pucks cette saison quand même. En fait, t'es un peu pieds-poings liés. Janet, ils lui ont donné 5 matchs, il a 82% d'arrêt. Franchement, c'est compliqué. 4,07 buts encaissés par match en 300 et quelques minutes de jeu. Donc, tu n'as aucune option finalement. Tu prends cet étranger pour avoir un tournus Satteri Janet, et Janet est vraiment pas là. Donc, ça rejoint, je dis ça aussi pour rejoindre la question de Fabio. Est-ce qu'il faudrait pas un autre gardien pour venir amener un petit peu de concurrence et donc d'options finalement? Parce qu'un Louis Janet, ben, tu peux lui donner du temps de jeu à l'étage inférieur quelque part pour qui joue, parce que finalement il doit jouer et c'est pas en le laissant sur le banc à ruminer qu'il va retrouver la forme et ou la confiance. Tout à fait. Et du coup, est-ce que dans la soute à bagages ce soir en rentrant d'Ajoie, t'en voles un? Parce que ils font collection du côté d'Ajoie. Est-ce que tu dis, ben voilà, mais l'exemple qui donne Fabio avec Comte, Tiaccio, ça me semble plus difficile d'aller chercher un des deux vétérans là-bas, mais puis maintenant, Keller et Patnaud semblent être les gardiens du futur du côté d'Ajoie. On en parlera plus tard aussi. Mais je suis sûr que là, il y a une option à peut-être aller chercher. Puis si tu peux avoir un Tiaccio pour la fin de saison, pour 2 mois ou autre, ça te permettra peut-être justement de retrouver ces options que tu avais voulu avoir en début de saison, mais que tu n'as pas. Mais le budget est quand même immobilisé actuellement. Puis je pense que c'est aussi le début des problèmes. Il est là. Alors, totalement. Et il proposait Tchatcho Cons. Finalement, je trouve ça assez malin. Il y avait Beglieri, un jeune. Ça, je trouve un petit peu plus compliqué étant donné la situation actuelle. Et puis, il y avait cette question sur Gauthier Desclous. On a aussi eu un autre, c'est Arnaud Torche, qui nous dit mais qu'en est-il de Gauthier Desclous? On sait ce qu'il en est? Ouais, je pense que Gauthier Desclous devrait ne plus jouer au hockey. Donc visiblement, l'option n'existe pas, à moins qu'il y ait un retournement de situation, mais l'état des lieux actuellement, c'est ça. Donc je pense pas que c'est une option. Ça peut changer ou il peut y avoir une évolution de la situation, mais je pense vraiment que ce sera pas lui la solution. Ok. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Il y avait d'autres questions sur Bienne, mais comme la question de Fabio était tellement... Il y avait tellement de questions en fait dans ses réflexions, je pense qu'on a fait le tour et puis qu'on peut gentiment passer à Ajoie. On passe à Ajoie, qui, comme tu l'as dit avant, a bouclé un week-end finalement positif, voire très positif, étant donné la situation du club, qui a quand même que 15 points en 24 matchs, mais qui en a marqué 4 ce week-end, en allant gratter un point à Lausanne et vendredi dernier, et en battant de manière quand même assez surprenante. Et les stats n'étaient pas forcément en faveur d'Ajoie, mais ils ont réussi à gagner, à battre Genève Servette 2-0, un 2-0 dans la cage vide, et puis en mettant Antoine Keller, leur nouveau gardien, qui a réussi un blanchissage face à Genève Servette, son ancien club. Ouais, alors je pense que c'est l'exemple parfait du match que doit livrer Ajoie pour avoir une chance de gagner en National League. Oui, il y a eu quand même... Les statistiques sont largement en défaveur d'Ajoie, mais défensivement, c'était quand même assez solide. Offensivement, ils n'ont pas créé grand-chose. Mais si tu mets rapidement le 1-0, puis que derrière, tu es solide, et en plus, tu as un gardien qui est vraiment très bon ce soir-là et très inspiré, tu as une chance. Et c'est exactement ce qu'a fait Ajoie. Ajoie qui jouait en back-to-back alors que Genève était reposée, vu que Genève jouait 2 jours avant, donc avait un jour off le vendredi. Ajoie était à Lausanne, a joué 60 et quelques minutes vu qu'il y a eu les prolongations et aller gratter un point à Lausanne. Tu dis ça va être compliqué le lendemain contre Genève. Genève, on en parlera évidemment un peu plus tard. Mais du coup, non, ça a tenu la route là-bas et à la maison. Donc moi, chapeau, quoi. C'est une belle victoire pour le HC Ajoie. On n'est pas naïf, ça change pas grand-chose dans le classement et dans la situation du HCA. Par contre, en termes de morale, en termes de morale des joueurs, mais aussi de l'encadrement, des fans, de tout le monde, c'est inestimable de pouvoir de temps en temps avoir une bouffée d'oxygène comme un match comme celui-ci.
Ouais, en allant, comme tu disais, en marquant très rapidement sur une pénalité de route à 5 minutes, rapidement le power play, après tu tiens, puis tu finis, très bon début de match, on va dire, début de match clinique, et puis fin de match pour se sauver, ou en tout cas pour aller chercher, être sûr d'obtenir les 3 points. Et puis au milieu, beaucoup de tirs genevois, mais qui finalement n'ont peut-être pas été... Est-ce que Keller a vraiment sorti des arrêts exceptionnels? Il a fait un très bon match, mais c'est peut-être ça aussi qui te fait dire oui, Genève a dominé ce match, mais on n'a pas eu 53 face-à-face où Keller a chaque fois sorti le save qu'il fallait. En tout cas, il me semble, hein. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est justement, c'est là aussi, je voulais mettre en avant la performance défensive. Contre Genève, il y avait Niklas Freeman qui était de retour, Freeman qui a du coup joué avec Jonas Bertou. Nussbaumer, Fischer est une paire défensive qui fonctionne bien. Nussbaumer, c'est un des meilleurs défenseurs défensifs en termes de statistiques depuis le début de saison et a fortiori sur les 10 derniers matchs. Meilleur que Onka défensivement, il y a encore moins de chances de but contre le HCA quand Arnaud Nussbaumer est sur la glace. Donc son développement se passe bien. Malheureusement, il est en train de s'en aller vu qu'il a signé pour Langnau la saison prochaine. Mais pour le moment, il est toujours là. Donc c'est quand même une bonne chose. Et là, voilà, on a Niklas Freeman qui a rejoué, qui a pas joué énormément de matchs. Enfin, pas énormément. Il a quand même joué 16, mais début de saison, on était quand même en droit d'en demander un peu plus, voire beaucoup plus de sa part. Là, il a joué et à Lausanne 20 minutes et après il joue contre Genève, mais il joue pas énormément parce qu'il se blesse en début de match, si je me rappelle bien, si j'ai bien vu la séquence. Mais toujours est-il que ça donne des options au-delà de ce match contre Genève, justement, mais ça donne des options peut-être si Freeman est capable de continuer de jouer au niveau, à un bon niveau, voilà, tu peux avoir 3 paires défensives solides du côté d'Ajoa, puis ce sera la clé. Depuis 10 matchs, ça reste une équipe qui n'est pas incroyable en termes de statistiques, mais il y a 2 choses qui ont changé sur les 10 derniers matchs. C'est la qualité du jeu de transition avec beaucoup plus de chances de but générées sur transition. Ajoa est la 3e meilleure équipe de la Ligue les 10 derniers matchs. Donc ça, c'est une évolution qui est notable pour cette équipe. Et l'autre point, le forechecking du HCA est largement meilleur. Ce qui permet aussi de freiner les attaques adverses, d'avoir moins de chances off the rush pour les équipes adverses. Et du coup, tu te projettes un petit peu mieux vers l'avant, tu gagnes plus de pucks en zone offensive, ou du moins tu freines un peu mieux les attaques adverses à la ligne bleue opposée et à ta propre ligne bleue. Du coup, tout le plan de match devient un peu plus facile quand ces 2 secteurs de jeu sont en progression et les 2 progressent en même temps, ce qui n'est pas complètement hasard, ils peuvent être assez liés, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles le HCA est peut-être un petit peu meilleur actuellement ou du moins a de meilleurs résultats. Le seul petit souci, tu parlais de Freeman en disant qu'il pourrait jouer, il risque aussi de peut-être jouer un peu plus parce que Nettinen, on ne sait pas trop ce qu'il a, mais ça pourrait se compter en semaine, hein. Le quotidien jurassien l'annonce en tout cas que ça pourrait se compter en semaine. J'ai pas encore eu. Je voulais justement faire mes coups de fil derrière pour ma newsletter, pour les copains de Pontaise au passage. Pour ma newsletter de jeudi, je fais le coup de fil tous les mercredis au GM pour avoir les dernières infos du front. Donc j'ai pas encore les nouvelles, mais effectivement vu que le quotidien jurassien annonce plusieurs semaines, je pense que ça doit être juste. Il est allé passer une IRM mercredi dernier. Il s'est blessé le matin du match contre Fribourg et il était à l'IRM dans la journée et j'ai pas eu de nouvelles depuis. Mais ça veut dire que s'il doit manquer quelques semaines, j'allais répondre moi-même à cette question en me disant est-ce qu'il faut aller chercher quelqu'un? Mais finalement, qu'est-ce que ça t'amène? Est-ce que tu décides de sortir de l'argent pour un joueur à l'heure actuelle? Est-ce que tu le prends pour 2 mois, 3 mois? En espérant quand même surfer sur une certaine dynamique ou en se disant mais bon, ça nous servira à quoi? Est-ce que vraiment on a envie de dépenser cet argent maintenant alors que, désolé, mais c'est difficile quand même de quitter la 14e place? Ouais, surtout que tu as de toute façon encore un fil de Michael DeVos qui était surnuméraire lors du dernier match. Ils ont 8 étrangers, donc il y a quand même toujours une
il y a toujours une marge, surtout si Freeman est OK. Il y a toujours une marge du côté des étrangers avec Gauthier qui a été prolongé jusqu'en fin de saison. Donc, je pense que là, c'est pas à mon avis, c'est pas une option actuellement. Et comme tu le dis très justement, à quoi bon aller dépenser de l'argent en mi-novembre alors que finalement, tu peux peut-être donner plus de temps de jeu à certains jeunes ou à certains joueurs que tu es en train de développer. On peut penser à Louis Robin qui peut prendre un rôle. Il y a quand même des joueurs qui doivent faire un step aussi dans cette équipe, hein, qui ne se pas. On peut en attendre un peu plus. Cole Cormier qui est arrivé sur la pointe des pieds. Est-ce qu'à un moment, on va lui donner un peu plus de responsabilité? C'est possible. Donc non, moi je pense qu'il y a tout en interne pour faire quelque chose de bien. Après, si tu peux monnayer un de tes gardiens contre un prêt d'un autre joueur, pas content quelque part, pourquoi pas? Mais j'ai plutôt l'impression que justement faire peut-être un tournus avec De Vos si Freeman ne joue pas et remettre De Vos pour avoir un peu plus de qualité en attaque peut-être, mais comme on l'a dit avant, Ajoie doit commencer par gagner ses matchs derrière et après penser à aller marquer des buts et c'est pour ça qu'ils ont réussi à gagner contre Genève l'autre jour. Et on a eu quelqu'un qui nous a... je sais pas si on peut dire apostrophé, mais sur YouTube qui nous dit qu'on est trop gentil, en gros, avec le travail de Julien Vauclair, que ça va pas du tout, c'est sans doute du copinage, puis que parce qu'on est sur le plateau avec Geoffrey, alors on n'ose rien dire. Je pense qu'on a toujours à ce micro, on s'est toujours permis de dire ce qu'on pensait, on essaye juste de pas hurler au loup à peine il y a un truc, mais là pour le coup, et ça permettra de rebondir sur le fait d'être allé chercher Antoine Keller, comment on peut faire beaucoup mieux. Enfin, j'ai l'impression qu'on le dit à longueur d'année depuis que Ajoie est en haut. On souligne des fois le bon travail parce qu'on peut... Est-ce qu'il fait que des trucs justes? Sans doute que non, bien évidemment. Peut-être que certains se disent pourquoi prolonger des clous? Est-ce que Freeman c'était vraiment nécessaire? Ok, mais quand tu réussis à prendre Turkulainen, quand tu vas chercher des jeunes Suisses qui sont disponibles, tu prends ce que tu peux. Quand tu arrives à peut-être développer un Jonas Bertou, moi je trouve qu'il faut plutôt regarder le côté positif du travail de Julien Vauclair. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Puis là, tu viens d'en parler. Turkulainen qui a été prolongé pour une année supplémentaire durant le week-end. Et ça, c'est un sacré coup, hein, parce qu'être allé chercher Anthony Onka, c'était magnifique. Le prolonger, c'était inespéré. Oui. Là, Turkulainen, 12 matchs, 11 points. Il repart sur de très belles bases, celles qui étaient les siennes finalement avant sa grave blessure. Il est présent sur les 2 buts contre Genève, un but, une passe décisive. Pour l'instant, c'est un peu le baromètre de ce HC Ajoie. Je pense qu'il était quand même assez courtisé, mais voilà, ils l'ont prolongé pour une saison supplémentaire et c'est une super nouvelle pour le HCA. Donc oui, il y a forcément des limites dans le travail de Julien Vauclair. Il y a des joueurs qui sont clairement décevants. Je pense à un Marco Pedretti. J'ai l'impression que j'en parle chaque fois, mais Marco Pedretti, ça me semble pas être au niveau du tout même. Et Bellemare, est-ce qu'on est en droit de se demander est-ce que vraiment cette saison il est là pour jouer sérieusement et à fond avec le HCA où il y a les Jeux Olympiques dans un coin de la tête? Je peux pas parler pour lui et je vais en tout cas pas remettre en cause son professionnalisme sur la glace du tout, mais je comprends aussi qu'à 40 ans, un joueur comme lui, il doit un peu gérer ses efforts, ses pics de forme. Et clairement, le pic de forme de Pierre-Edouard Bellemare, ça va pas être le 15 novembre, mais il aura plutôt envie que ce soit entre février et peut-être mars-avril, quitte à imaginer encore un dernier mondial avec l'équipe de France en fin de saison, même s'ils sont plus dans le groupe A. À voir. Mais c'est vrai qu'un Bellemare actuellement fait pas beaucoup avancer l'équipe. Et quand tu as un de tes étrangers qui est pas terrible, comme Bellemare, malheureusement, Ajoie n'a pas la marge nécessaire pour encaisser cette absence de production. Non, mais quand tu parlais de Pedretti aussi, il faut là aussi reconnaître que je pense que quand il a été annoncé, dans les cercles des supporters ajoie, ils n'étaient pas là à se dire « Ah non, zut, Pedretti !» Donc, c'est trop facile de revenir après et de dire « Ouais, alors Pedretti, voilà, ça c'est un mauvais transfert. » Non. C'était ce qui était disponible aussi à un moment. Tu peux de la même manière avec Kylian Motet. Avant même, tout le monde dit c'est quand même joli d'avoir obtenu le prêt d'un joueur qui est capable de marquer dans des conditions relativement correctes une 30aine de points.
Enfin, c'est inespéré pour Ajoie qu'un joueur suisse puisse, ne serait-ce qu'on puisse envisager en disant, en regardant ses statistiques passées, de dire qu'il peut envisager en tout cas 25 points ou en tout cas un demi-point par match. Et je trouve qu'on a tendance à oublier parce qu'évidemment, on va regarder au moment, à l'instant T, en se disant ouais, bah bon, lui, il produit pas, lui, il doit sûrement coûter très cher et tout. Il faut pas oublier, quoi. Non, je suis d'accord. Après, voilà, tu disais aussi que l'année passée, un Ken Sopa, quand il arrive, c'est un jeune talentueux des CDC Lions. Il avait fait des assez bons débuts pour sa première saison, si ma mémoire est bonne, son premier bout de saison, 23-24, quand il débarque de Getse. Derrière, il y a quand même une sacrée stagnation. Même si là, il a 8 points en 24 matchs, mais tu en attends aussi un petit peu plus. Il n'y a pas eu ce step qui a été franchi par Ken Sopa. Et ben voilà, pour un Jonas Bertou qui explose en National League grâce à la chance qui lui est donnée du côté d'Ajoie, bah, il y aura aussi forcément des échecs, mais c'est la réalité du HCA. En fait, si Julien Vauclair réussissait tous ses paris, bah, en fait, il serait peut-être ailleurs comme directeur sportif parce que tout le monde lui aurait fait un pont d'or en disant mais c'est le dénicheur de talent incroyable. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Tu es obligé d'avoir un peu de déchets. Je dis pas ça vraiment négativement, mais pas par rapport aux personnes évidemment, mais dans tes choix, il y a forcément un peu de déchets parce que c'est pas une science exacte de voir le développement d'un joueur. Le but, c'est d'avoir plus de réussites que d'échecs et c'est déjà comme ça que le HCA va progresser. Les réussites, il y en a eu quelques-unes du côté des étrangers. Il y a eu Jonas Bertou qui est l'exemple. Nussbaumer, s'il avait pu rester, je pense que ça aurait été une bonne chose. Mais maintenant, voilà, comme on disait la semaine passée, d'avoir un Bertou qui explose en haut, ça permettra peut-être d'aller vers d'autres et puis dire, bah, regarde, toi, t'es peut-être coincé, j'en sais rien moi, à Lausanne, à Fribourg, que sais-je, à Zug. Viens chez nous, on va te donner du power play, on va peut-être te donner un bon rôle, un vrai rôle, à toi de saisir ta chance. Évidemment, Bertou a réussi à saisir sa chance. Absolument. Mais voilà, tu peux montrer, tu peux dire, ben, l'exemple Bertou, c'est exactement le plan que j'ai pour toi, fais-nous confiance, viens, signe 2 ans chez nous, et petit à petit, j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont suivre le chemin. Juste après le match contre Bienne de mercredi soir, donc ce mercredi, le prochain match pour Ajoie, c'est un déplacement à Zurich vendredi. Ça va être de nouveau pas simple, mais des fois, on sait que on a vu des surprises. Alors pourquoi pas si, comme tu disais, le système défensif mis en place par Ajoie tient la route, pourquoi pas aller gratter quelque chose à Zurich vendredi. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Les paris sportifs, la semaine dernière, Greg avait réussi son choix. C'était victoire de Zurich à Bienne. Donc le 2-0 passé, c'était bien vu. J'avais tenté une victoire de Kloten en me disant que Lugano était peut-être dans une passe compliquée, sans Turkov, sans marque. Je me suis ramassé, puis surtout qu'après, en plus, alors Lugano a flanqué une gifle à Bienne. Donc, cette semaine, on a 6 matchs au programme vendredi. Je te laisse, Greg, les énumérer avec les cotes, et puis on va regarder les cotes de Jouer Sport, puis on va regarder lequel on peut déjà entourer, quoi. Exactement. Toutes les cotes sont déjà sorties en ce mercredi matin, malgré le fait qu'il y ait des matchs jeudi, malgré le fait qu'il y a ISE Ajoie Bienne ce mercredi soir. C'est Bienne Langnau, Zug Lugano, Fribourg Lausanne, Kloten Berne, Rapperswil Servette et Zurich Ajoie. On va déjà parler d'Ajoie vu que tu viens de dire et pourquoi pas. Ils sont à 7,65 à Zurich. Donc là, en gros, je crois que si tu mets 10 francs sur Ajoie, tu perds 10 francs. C'est un peu comme ça que fonctionne la cote sur Zurich Ajoie pour vendredi. Non, je rigole. Ça te rapporterait 76 francs 50, donc 66 francs 50 de gain en cas de 10 francs de mise. Si quelqu'un est très joueur, faut vraiment l'être. Mais sinon, moi, les 2-3 choses qui peuvent me titiller, moi, c'est Lausanne à Fribourg. Je trouve pas Fribourg incroyable. Ils rentreront Fribourg est un peu up and down, on va dire. Ils rentreront de Lugano après avoir joué jeudi soir un match là-bas. Le trajet dans les pattes, Lausanne reposé. Lausanne à 2,55. Et j'ai quand même l'impression que Lausanne vaut un petit peu mieux que ses résultats des derniers temps. Donc ça pourrait m'intéresser. Il y a Berne à Kloten. Berne, ça commence gentiment à devenir un peu sérieux. Ils sont à 2,30. Moi, Kloten, je suis toujours pas convaincu par cette équipe, même si toi,
Tu leur avais fait confiance la semaine dernière. Moi, je leur fais toujours pas confiance. Ouais. Berne à 2, ça peut m'intéresser. Je sais pas s'il y a toi d'autres choses que tu as identifiées. Genève à Rapperswil, malgré la défaite à Porrentruy. Je trouve que... Mais typiquement, Rapperswil va peut-être se ressortir de... C'est pas qu'ils sont dans l'ornière, mais disons qu'ils ont quand même... ils ont battu Cloton, mais ils avaient perdu contre Berne 5-2, donc c'est pas un Rapperswil de gala, on va dire. Donc peut-être que Genève peut, en étant là aussi relativement reposé, arriver à gratter quelque chose. Zug Lugano, alors est-ce que je partirais peut-être plus finalement sur un Lugano qui avec Sandford, avec Sgarbossa qui met un triplé, est-ce que peut-être ils sont relancés, mais je trouve que c'est quand même assez difficile. T'as assez bien identifié Lausanne, je suis moins partant parce que suivant le contingent, suivant l'infirmerie lausannoise, je me dis peut-être que Berne à Cloton peut être un bon choix. Sur le Zug Lugano, il y a un truc qui me titille un tout petit peu, c'est les buts. J'ai l'impression que c'est deux équipes qui peuvent marquer 5 buts à elles seules. Donc l'over 6,5, alors c'est beaucoup, ça veut dire 7 buts dans le match, c'est à 2,55 et je trouve que c'est une très très belle cote. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 7 buts, donc plus de 6 buts et demi, c'est 2,55, plus de 5 buts et demi, donc un vieux 4-2 dans la cage vide, c'est 1,80. Et ça m'intéresse. Je trouve que c'est une cote intéressante. Zug, c'est une équipe qui peut vraiment produire beaucoup. Défensivement, c'est pas la plus fiable. Lugano, ça c'est exactement la même chose. Donc moi, je pourrais imaginer partir là-dessus aussi dans mes choix. Eh ben, tout ça, ce sera retrouvé vendredi matin sur nos réseaux sociaux. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe à Fribourg-Gotteron. C'est l'exemple parfait du principe de Colfax. Si Fribourg avait fait une semaine en perdant à Ambry mercredi dernier, avait battu Ajoie vendredi, puis battu Davos samedi, on dirait alors Fribourg, très belle semaine pour Gotteron avec cette victoire contre le leader. Et là, en fait, ils arrivent à faire exactement les mêmes scores, mais dans le tiercé dans un ordre différent, avec une défaite un peu embêtante du côté d'Ambry après avoir justement battu Davos la veille et Ajoie le mercredi dernier. C'est une semaine à 6 points, c'est les mêmes 6 points, mais le sentiment est un peu différent, non? Oui, totalement, parce que contre Ajoie, on avait l'impression de voir je ne vais pas dire un rouleau compresseur, parce que j'avais mis que le Fribourg a un peu de paresse au premier tiers, mais ils l'ont bouclé 2-1, gagné, mais il y a eu, Béra a eu 2 face-à-face face à Jonathan Hazen, où tu te dis la défense, là, s'il vous plaît, mais après, alors les 40 dernières minutes, Ajoie n'a pas existé. C'était un peu début de match compliqué contre Davos, mais quand tu es réussi à remonter et finalement dans le troisième tiers avec un powerplay qui tourne bien et un magnifique schéma notamment pour prendre l'avantage, t'as Berchi qui marque aussi d'un joli solo, tout allait bien, puis parce que aussi on estime que Ambry est pas une équipe flamboyante en ce moment et on se dit si Fribourg veut montrer qu'il peut aller chercher quelque chose d'autre, il doit aller gagner ce match-là à Ambry, ou en tout cas ramener quelque chose. Exactement. Après, tu as une équipe de Fribourg-Gotteron qui commence gentiment à être au complet. Là, pour ce match à Ambry, il manquait Biasca qui est rentré malade de l'équipe de Suisse, qui a raté un match, qui est revenu, qui a annoncé blessé le lendemain. Donc la situation de Thio Biasca, elle est encore assez peu claire. Marchon aussi absent, mais sinon tu commences à avoir une équipe qui est solide en termes de profondeur. Il y a 4 lignes homogènes, tant devant, il y a 8 défenseurs sur la feuille. Je pense qu'à terme, il y aura moyen, quand Biasca sera de retour, de partir à 7 défenseurs et 13 attaquants et rééquilibrer peut-être un petit peu une troisième ligne avec un Julien Rod à l'aile de Valzer et Sprunger. Il y a sûrement moyen de faire un poil mieux, mais globalement, cette équipe, elle commence à être un peu plus complète. Par contre, je trouve que, paradoxalement, sur les 10 derniers matchs, c'était la meilleure équipe sur tout le début de saison, sur les 15 premiers matchs, c'était la meilleure équipe en transition. C'était l'équipe qui proposait le plus de volume de shoot offensif en transition. Et là, c'est gentiment en train de rentrer dans le rang depuis une dizaine de matchs. Et j'arrive pas à savoir pour l'instant, et c'est un trend qui est pas définitif, mais qui est intéressant à observer, c'est que Gotteron propose
propose un petit peu moins de jeu offensif depuis une dizaine de matchs. Et à voir s'il y a un petit passage à vide, si les équipes s'ajustent gentiment aussi, parce que quand nous on dit qu'on est en train de découvrir le système Runberg, on n'est pas les seuls, hein. Les autres équipes aussi. Puis on voit une petite tendance un peu négative à ce niveau-là. Après, ça reste une équipe qui est solidement ancrée dans le top 7, c'est ça le problème, hein. C'est pour tous ceux qui sont englués là au milieu, c'est qu'il y a quelqu'un qui va passer par-dessus bord au moment de jouer les play-offs directement ou d'entrer dans le play-in. Et la lutte, elle va être assez impressionnante. Et je dis même 7, mais on peut même aller à 8. Hein. Il y a Genève qui est aussi dans la même gonfle, on va dire. Et c'est là où justement ces points perdus à Ambry, ça reste assez embêtant. C'est absolument juste de se rappeler. Je me suis dit aussi peut-être pour Lausanne, hein, même s'ils sont deuxième, tu te dis est-ce que ce point perdu contre Ajoie, où tu dois aller le chercher, que tu perds en faisant que 2 au lieu de 3, est-ce qu'au final c'est ce genre de trucs qui peuvent t'embêter? On verra ça plus tard dans la saison, mais c'est pas une question, c'est plus un clin d'œil, hein. C'est Laurent Valélian qui nous met salut à vous deux, est-ce que Delarose écoute Colfax? Ça permet aussi évidemment de parler de Jacob Delarose qui maintenant évolue comme centre de la deuxième ligne et qui en est à 4 buts. Il tourne depuis qu'il est rentré de son passage en équipe nationale. Il marche bien, quoi. Ouais, je viens de taper dans ChatGPT comment dit-on Colfax en suédois et m'a répondu on dit Kalafakta en suédois. C'est l'expression courante pour Colfax au point que c'est même le nom d'une célèbre émission d'investigation à la télévision suédoise. En parlant d'investigation, je suis pas allé taper ça dans Google pour voir si c'était bel et bien vrai parce qu'on sait qu'avec ChatGPT ça peut partir dans tous les sens et il peut même nous inventer des trucs. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, je sais pas s'il y a un effet Colfax comme aussi puissant que l'effet Pécaliste de notre cher ami Roland, mais on a eu un Jacob Delarose qui a eu un impact offensif au-delà des buts, parce que sur les 5 derniers matchs, il est vraiment, il y a un impact offensif certain. En équipe de Suède, il avait été bon, on avait dit, hein, on avait fait la blague la semaine passée que si Gauthieron jouait en jaune, peut-être qu'il serait meilleur. C'est visiblement pas une question de couleur de maillot, c'est déjà assez rassurant. Ou Samalam. Et là, peut-être qu'il faut... Pour le prendre à Genève, peut-être qu'il sera encore meilleur. Mais là, voilà, on a un bon Jacob Delarose qui marque 4 buts en 3 matchs depuis la pause de l'équipe nationale avec une passe décisive en plus. Donc, ça fait 5 points en 3 matchs. Un impact offensif, de la réussite offensive aussi et un rôle peut-être un petit peu différent qui lui est confié actuellement, j'en sais rien. Mais j'ai quand même l'impression que c'est ce qu'on est en droit d'attendre de Jacob Delarose. Honnêtement, ce qu'il faisait depuis le début de saison, c'était pas du tout digne d'un joueur étranger de National League. Là, il joue avec Schmidt et Berchi, c'est aussi ça. Est-ce que finalement, de jouer avec des étrangers, des ailiers un peu meilleurs, ça te rend en tant que centre meilleur? J'imagine que oui. Enfin, j'imagine bien sûr que oui. Après, c'est ça le problème, c'est qu'est-ce que tu attends de ton étranger qui soit ton leader et qui tire vers l'avant sa ligne, ou justement est-ce qu'il va lui rendre meilleur ses colistiers, on va dire, ou est-ce que c'est dans l'autre sens? Moi, je m'attendrais à ce que ce soit lui qui tire vers l'avant une ligne. Ça n'a pas été beaucoup le cas depuis le début de saison, mais est-ce que finalement un Valzer qui joue en centre de 3 actuellement est bien à cette place-là? Et du coup, l'absence de Biasca, mais ça avait même en la présence de Biasca, hein, Runberg avait scindé sa ligne Schmidt, Berchi, Biasca, en mettant Schmidt sur une aile, justement, et Delarose sur une place de centre. Peut-être que c'est ça la bonne solution pour Fribourg-Gotteron, d'avoir ces 2 ailiers, Berchi et Schmidt, parce qu'on se rappelle que l'année passée, Schmidt avait été excellent aussi à l'aile. Il peut un peu tout faire, on est bien d'accord. Et là, avec Borgström qui joue sur l'aile de la première ligne avec Wallmark et Sørensen, en début de saison, c'était exactement ce qu'il avait l'air de vouloir à tout prix ne pas faire, Roger Runberg, à savoir mettre ces 3 joueurs ensemble dans le but, mais on l'avait thématisé, dans le but d'avoir une 3e ligne d'impact avec Borgström et Delarose, avec la ligne de Suisse en 2 ou en 1, peu importe, mais en ligne offensive dominante. Et là, est-ce qu'il se rend à l'évidence qu'il faut faire autrement?
Mais le problème, c'est que tu recommences à avoir peut-être un Fribourg-Gotteron assez unidimensionnel quand tu as une ligne Gerber, Dort, Nicolet qui va sur la glace. Alors, c'est pas le très bon exemple parce que c'est Nicolet qui marque le game-winning goal vendredi soir. Ouais. Mais toujours est-il que c'est quand même pas une ligne d'impact offensif. Rod, Walzer, Sprunger, pas vraiment non plus. Alors, il manque Biasca, on est d'accord. Hein, mais même si tu rajoutes un Biasca, Walzer, Sprunger, c'est peut-être pas non plus à ce niveau-là. Donc, je pense que à la fois, tu as deux premières lignes qui sont un petit peu plus impactantes, justement comme ça, mais au détriment de ta profondeur. Et c'est justement ça où il manque cette profondeur en qualité du côté de Fribourg-Gotteron qui lui permettrait d'avoir une troisième ligne d'impact offensif. Et là, justement, cette équipe, elle aura franchi un palier. Et puis c'est peut-être ça qui va lui manquer pour être un membre clair du top 6 versus une équipe qui va devoir lutter pour les places 5, 6, 7, 8. Une question, notamment sur la quatrième ligne, justement, parce que tu parlais de Walzer en troisième ligne. C'est Tanguy qui nous dit: que pensez-vous de la quatrième ligne de Fribourg? Personnellement, je trouve Nicolet plutôt technique et bonne vitesse, et Ether assez costaud, parfait pour aller devant le but, excellent dans leur rôle, en plus d'être capable de mettre quelques buts. Par contre, je trouve que mettre Dort en quatrième ligne est du gâchis, et je préférerais presque avoir un Marchand en troisième, un Marchand en quatrième et un Dort en troisième pour amener du punch. En parenthèse, je ne prends pas en compte Gerber, Smiley qui se marre. Ouais, je pense qu'il y a plus grand monde qui prend en compte Gerber du côté de Fribourg. Même si ces derniers temps, ses stats sont assez correctes. Il se passe 2-3 choses positives quand il est sur la glace, donc au moins ça. Mais je partage complètement la remarque de Tanguy. Effectivement, Dort en quatrième ligne, c'est gâchis, je sais pas quoi dire, mais oublions pas quand même que c'est un joueur de 19 ans qui joue sa deuxième saison de National League. Après avoir joué 36 matchs la saison dernière, il est quand même toujours en train en progression, on va dire, et il apprend encore les rudiments de la National League. Donc, lui donner du temps de glace ici, c'est peut-être un peu dommage à court terme, mais je pense qu'il a quand même ses 10-12 minutes par match maintenant. Depuis 5 matchs, il joue plus de 10 minutes, ce qui n'était pas le cas en début de saison. On rappelle quand même qu'il a été envoyé à Turgovie pour 3 matchs. Donc laissons-le venir tranquille. L'année passée, on se rappelle qu'il avait pu jouer sur une ligne beaucoup plus offensive en fin de saison et en play-off. Donc oui, il a le talent nécessaire pour jouer là. Et c'est justement peut-être qu'à un moment donné, quand Marchand sera de retour, on sait que Marchand, dans un rôle un peu plus défensif, est excellent. Donc oui, à la place d'un Rod à l'aile de Walzer et Sprunger, si tu peux déjà avoir Dort ici, Rod sur la 4 à la place de Gerber et Marchand aussi là, ça commence à être un petit peu plus cohérent dans l'alignement. Et je rejoins aussi ce qu'il dit sur Kevin Nicolet que j'aime beaucoup. Sa progression, elle est linéaire, je trouve, à Kevin Nicolet. Et puis elle est exemplaire parce que finalement, il a 22 ans. Donc là, il est quand même gentiment en train de s'établir comme un joueur de National League. Mm-hmm. Mais oublions pas que c'est sa deuxième saison de National League seulement. Donc l'année passée, il joue 40 matchs, 7 points. Là, il a 22 matchs, il a déjà 6 points. Donc il part sur une saison à plus de 10, ce qui est très bien. Il marque le game-winning goal l'autre soir contre Davos, je l'ai dit avant. C'est un joueur qui est capable de jouer 10-12 minutes tous les soirs. Il amène énormément d'énergie, il défend bien, il forecheck beaucoup. Et moi, j'aime vraiment bien le développement de Kevin Nicolet. C'est un joueur qui est en fin de contrat du côté de Fribourg-Gotteron. Et j'ai assez l'impression que c'est typiquement le genre de joueur qui va trouver un nouveau contrat pour la saison prochaine. Du moins, je serais surpris qu'il n'en trouve pas. Dans le même ordre d'idée, il y a Kevin Ether qui lui aussi est en fin de contrat, qui lui aussi a 22 ans et qui lui aussi fait sa deuxième saison en National League. J'ai l'impression que son développement est un peu moins rapide ou régulier finalement qu'un Kevin Nicolet, mais aussi parce qu'il a un petit peu moins d'opportunités, j'ai l'impression. Que Kevin Nicolet, il a joué que 11 matchs cette saison, il a été un petit peu blessé. Mais voilà, entre les deux, vu qu'ils ont, je sais pas si c'est le fait qu'ils partagent le même prénom et qu'ils sont arrivés en même temps, on a un peu les a tout le temps mis dans le même sac. Mais je pense que si tu dois choisir entre l'un et l'autre, moi le développement de Nicolas me plaît mieux. Maintenant, Kevin Ether peut aussi jouer centre, peut aussi aller un peu plus à l'aile, c'est sûr, mais il joue plus centre et avec son gabarit, peut-être qu'il aura besoin d'un petit peu de temps encore pour s'établir. Et je me dis que c'est pas le genre de joueur qui doivent te coûter, j'allais dire des milliers des cents. Oui, ils coûtent quand même des milliers des cents, mais ils doivent pas coûter trop cher et qui amènent une belle profondeur. Et justement, ce Fribourg-Gotteron dont je disais avant qu'il manquait peut-être un peu cette profondeur pour
régater avec le haut, c'est ce genre de joueurs-là qui doivent rester pour amener de la concurrence. Pour, de temps en temps, il y aura un ou deux surnuméraires et tu peux avoir un tournus, tu peux avoir deux blessés sans être court. Oublions pas Edlund qui joue toujours du côté de Turgovie cette saison, qui est aussi dans le cadre. Mais voilà, l'année prochaine, il y aura Taibel qui va débarquer, il y aura Jamiro Reber qui est le secret le moins bien gardé de toute la National League. Parce que maintenant il commence à y avoir tout le monde qui dit que c'est bientôt fait, mais peut-être, mais pas. Donc, voilà, on va attendre que ce soit fait, parce que j'ai même pas envie de dépenser de l'énergie pour aller confirmer quelque chose qui semble si clair. Mais du coup, Jamiro Reber, c'est un joueur établi de SHL. Il joue son quart d'heure régulièrement avec HV 71. C'est un jeune qui se développe et lui aussi il va prendre beaucoup de minutes de glace, donc ça va être intéressant de voir ce développement de Jamiro Reber du côté de Fribourg-Gotteron. Et en parlant de signature, alors on a une question de Fab. Fribourg attend quoi pour signer Kapla ? On sait que c'est entre guillemets la dernière 4, quoique il pourrait enfin prendre un étranger surnuméraire. Merci pour votre podcast, toujours très intéressant. C'est vrai que... Merci beaucoup pour la question. Ce serait quand même dommage que Kapla ça fasse comme une Tcharnik du côté de Berne, lui dise ouais c'est bon, mais je pense bien que Gertzenhäuser n'est pas en train d'attendre en se disant wow, c'est pas grave, mais est-ce que c'est peut-être Kapla aussi qui en tant que Nord-Américain des fois ils sont moins enclins à signer tout de suite quoi. Ouais, il faut être deux pour danser quoi. Si Gerd lui a déjà fait une proposition de contrat puis qu'il est en train de réfléchir, il peut pas aller plus vite que la musique. C'est un peu très thématique cette histoire. Mais ouais, c'est sûr, 24 matchs, 16 points, il a déjà 7 buts. Il fait un début de saison qui est admirable. C'est le meilleur buteur le deuxième meilleur buteur de Fribourg-Gotteron. Donc il y a eu le coup de chaud de Jacob Delarose qui a 9 buts. Mais deuxième meilleur buteur de Gotteron, meilleur buteur dans les défenseurs, évidemment, de Fribourg, très loin devant le numéro 2. Donc il fait un vraiment, vraiment bon début de saison. Maintenant, bien sûr, ce serait pas une grande chose de le perdre, mais j'ai toujours tendance à dire que si tu fais confiance à ton scouting, d'avoir un étranger qui s'en va, tu peux toujours le remplacer. Maintenant, dans un monde idéal, évidemment qu'il va falloir le signer. Fribourg-Gotteron l'avait signé pour une année. Je ne sais pas si c'était uniquement la volonté du club ou du joueur, parce que le joueur il se dit mais moi je vais une année là-bas en Suisse, je prouve ma valeur pendant le début de saison et après je prolonge. Pour moi, il y a peu de raisons ni pour le joueur ni pour le club de voir ailleurs. Il va pas pouvoir se dire j'aimerais jouer le haut de tableau quelque part, donc je quitte à Fribourg-Gotteron. Fribourg, c'est une équipe du top 6. Après, voilà, c'est justement, je disais, c'est plus proche du 4-5-6 que 3-2-1 actuellement. Mais j'imagine que le plan en place a l'air de se dérouler assez bien. Donc, s'il se plaît bien à Fribourg, la différence financière avec ailleurs, elle va pas être énorme. Je pense qu'il y a personne qui va pouvoir proposer le double de ce qu'il a à Fribourg. Donc, je pense que ça va être une question de volonté personnelle. Est-ce qu'il veut rester en Europe? Est-ce qu'il veut re-rentrer aux États-Unis? Ça, j'ai pas la réponse, mais à 31 ans, moi, je le vois bien prolonger à Fribourg assez rapidement. Mais je précise, par contre, que j'ai aucune info à ce niveau-là et j'ai pas cherché à avoir d'infos à ce niveau-là pour l'instant. Ce serait en tout cas pas dommage que Kapla reste, puis en même temps, t'as quand même Radgeb. Alors Glauser, c'est pas un défenseur offensif, mais Radgeb, oui. Il y a Ludwig Johnson qui peut se développer s'il part pas en Amérique du Nord. Enfin, il y a quand même, je trouve, plusieurs solutions à l'interne pour minimiser potentiellement le départ si Kaplan ne devait pas rester. On a une dernière question, je pense qu'on peut prendre pour Fribourg. On a fait un peu de l'attaque avec Delarose, un peu de défense avec Kaplan. Partons sur les gardiens, puisque Joël Mélan nous dit « Salut les gars, après les mauvaises, entre guillemets, performances de Galais, 7 défaites en 9 matchs sauf erreur, Fribourg ne devrait-il pas essayer de mettre Elijah Neuenschwander? Avec les blessures à répétition de Weber, le départ de Berra et Galais pas rassurant, on a de quoi s'inquiéter pour la saison prochaine au niveau des gardiens du côté de Fribourg. » Merci pour votre podcast, salutations. Ouais, c'est un constat qui est juste, hein. Ludovic Weber n'est pas de retour de blessure actuellement. Alors voilà, ça m'a pas l'air d'être quelque chose de problématique sur le long terme. C'est pas une blessure chronique. S'il se faisait des adducteurs toutes les saisons et puis qu'il ratait 25 matchs, tu dirais bon, ouais, c'est un peu embêtant. Là, c'est pas le cas. Donc il s'est blessé à l'épaule, hein, en se faisant retomber dessus par Marcus Granlund, si je me rappelle bien, dans un match contre Genève Servette en début de saison. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un gardien qui a l'habitude de jouer plus de 30 matchs par saison, donc c'est pas forcément un souci. Neuenschwander a joué quelques matchs avec Coire, il est dans un tournus là-bas.
il se développe, il a quoi? Il a 19 ans actuellement. Moi, je trouverais bien, hein. Je trouverais bien qu'il puisse venir jouer quelques matchs avec Fribourg-Gotteron. Et je rejoins aussi le constat fait par notre auditeur. J'ai malheureusement oublié le prénom. Joël, pardon. Et je rejoins le constat. Gallet, il a 3,2 buts par match, 86,7% d'arrêt. Et surtout, moi, il y a vraiment un truc qui m'étonne avec lui, c'est cette propension à encaisser un but rapidement dans le match. Je sais pas si je fais une fixation là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il prend chaque fois le premier shoot. Puis après, mentalement, pour un gardien, ça ne doit pas être évident de se relever. En même temps, on a vu la saison dernière qu'il était tout à fait capable de bien jouer. En National League, il fait un 94% d'arrêt en 6 matchs. Alors 6 matchs, c'est pas un échantillon qui est énorme, mais quand même, il est à près de 93% avec Turgovie en Swiss League, avec 1,8 buts encaissés par match. Et l'année d'avant, il était à 92%. Donc, je suis pas inquiet pour le développement de Loïc Gallet. Il a que 23 ans, ça reste un jeune gardien. Il a 23 ans, il aura 24 ans en mai l'année prochaine. Donc, c'est vraiment, il est encore plus proche des 23 que des 24. Et donc, il a tout pour bien faire encore et pour continuer sa progression. Mais oui, est-ce que de temps en temps, d'arriver avec un match de temps en temps pour Neuenschwander, pourquoi pas? Mais en même temps, quand Fribourg-Gotteron, on voit Loïc Gallet devant le filet, on est un peu en train de dire ouais, mais attention, chaque point compte. Est-ce qu'on est sûr que c'est une bonne idée? Donc, est-ce qu'on est sûr que c'est une bonne idée d'aller chercher un gardien qui a encore jamais joué en National League et qui est encore tout jeune pour l'envoyer au feu? Je suis pas persuadé non plus. Donc, c'est pas évident comme situation. Puis si on réfléchit au-delà de cette année, l'année en question, c'est vrai que pour l'année prochaine, c'est pas problématique, mais ça va être un point de discussion du côté de Fribourg-Gotteron, sachant que Neuenschwander a été drafté par Anaheim cette année. Il est allé faire un camp des prospects là-bas. Tous les échos que j'ai sont très positifs sur son commitment, sur son engagement du côté d'Anaheim. Il y a eu une histoire qui avait été écrite par mon collègue Marcel concernant son camp à Anaheim où il s'est retrouvé sans son matériel là-bas et que malgré tout ça s'est très bien passé. Il a joué avec un matériel qu'on lui a prêté alors qu'il aurait pu tirer la gueule et puis dire non mais moi je veux jouer avec mon matériel. Pas du tout, il est allé sur la glace avec un autre matériel. Ils ont vraiment adoré son engagement. Donc est-ce qu'il sera là l'année prochaine? Je suis pas vraiment sûr. Donc ça va être intéressant de voir ça aussi. Mais si Weber est en santé, il n'y a aucune raison de croire que ce ne sera pas le cas. Et Gallet va continuer de progresser. Il a 23 ans, il a signé pour une année. Donc il y a aussi, tu n'as pas un engagement qui est majeur avec Loïc Gallet. Si l'année prochaine il continue de stagner ou s'il régresse depuis maintenant, tu vas le voir ailleurs. Et là, l'année prochaine, d'envoyer Gallet ailleurs et puis de dire Neuenschwander, s'il est encore en Suisse, de le dire c'est toi le numéro 2, c'est tout à fait possible. Donc oui, c'est peut-être moins rassurant que début de saison où tu sais que tu peux écrire Reto Berra sur la feuille 40 matchs et puis tu cherches les 12 autres. S'il est en santé, tu cherches pour les 12 autres. C'est peut-être moins rassurant, c'est vrai, mais j'ai pas l'impression que il y aura des options par contre qui vont s'ouvrir. Fribourg, prochain match, c'est, on l'a dit dans la section Paris sportif, c'est le déplacement à Lugano et puis la réception de Lausanne pour un derby vendredi. On disait que pour Fribourg, d'affronter Lausanne après le déplacement à Lugano serait peut-être un petit peu plus compliqué. À voir comment les Fribourgeois vont gérer tout ça. Ce qui nous a fait mousser cette semaine, ça n'a pas été simple, mais en partenariat avec la brasserie Dr Gabs, ça n'a pas été simple, mais on a quand même réussi à trouver quelque chose parce qu'on a eu une question d'un auditeur, Kellyanne, qui nous a dit que là, il avait une question sur la Swiss League. Qui est-ce que vous voyez monter cette année en National League si cela est possible entre Turgovie, Chaux-de-Fonds? Et est-ce que vous préférez le système actuel à 14 équipes ou à 12 équipes comme à l'époque? Moi, je crois que je peux commencer en disant que je préférerais avant le système à 12. J'étais assez critique sur le système à 14. Et en voyant le produit qu'on a en ce moment en National League, je me vois mal redescendre à 12 et je trouve que 14 quand même, c'est plus intéressant pour le spectacle. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Même avec un Ajoa, justement, que certains voient. En fait, il faudrait être à 13, mais 13, pour moi, c'est un no-go. Tu pars pas tous les soirs avec une équipe qui est au repos lors des journées de championnat complètes. Donc, pour moi, c'est pas une option 13, c'est 12 ou 14. Et si on me pose la question entre 12 et 14, c'est clairement 14, avec un nombre d'étrangers augmenté, évidemment,
ce qu'ils veulent pas beaucoup de place de travail aux Suisses, hein, parce qu'on a tendance à le dire qu'il y a des Suisses qui ont perdu leur place de travail, mais pas vraiment, vu qu'il y a eu 2 équipes de plus depuis la saison, enfin depuis les 12 et 4 étrangers. Maintenant, on est à 14 avec 6 étrangers, donc les places de travail, elles sont là. Par contre, c'est les rôles, et ça, c'est autre chose. Mais là, si tu parles de développement de l'équipe de Suisse, la question peut se poser, mais si on parle purement de produits National League, il y a un moment, c'est ça, c'est du marketing. Et quel est le meilleur produit sur la glace? Si tu es un dirigeant de National League, c'est sûr que cette Ligue à 14 est meilleure. Maintenant, qui monte? C'est sûr qu'il y a 3-4 prétendants. Entre Turgovie, il a dit Chaux-de-Fonds également, mais moi je rajoute évidemment Sierre, Oui. qui a un projet de patinoire qui est très bien avancé, et Holton, qui est quand même une place historique du hockey suisse, qui pourrait tout à fait s'imaginer monter. Mais actuellement, c'est vrai que Chaux-de-Fonds semble plus proche, avec un projet de rénovation des MLS qui est aussi bien avancé, ce qui va aussi forcément faire passer une étape supplémentaire au projet Chaux-de-Fonnier. Et on parle de place historique, Chaux-de-Fonds en est clairement une. Donc moi, je pourrais tout à fait imaginer une équipe comme Chaux-de-Fonds en haut, mais par contre, ça peut pas être et Ajoie et Chaux-de-Fonds simultanément en haut, j'ai l'impression. Et donc l'un devrait remplacer l'autre. Est-ce que ce serait mieux? Est-ce que Chaux-de-Fonds serait plus à sa place que Ajoie actuellement? Je me vois pas dire ça pour autant, mais ce serait l'un ou l'autre. Donc Turgovie, je pense pas que le projet est prêt, les infrastructures sont pas en place, donc moi je vois pas Turgovie monter. Ils font une superbe saison, ils sont hyper bien coachés. Anders Solsan, l'ancien entraîneur assistant du HCBN et ancien coach principal de Martigny, fait un super boulot du côté de Turgovie. Et lui, un jour, je pense quand même qu'il va falloir qu'un club d'en haut se dise machin là, il est pas mal, Anders Solsan. Bien pour passer Philander. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Il connaît la maison en tout cas, hein, et il a laissé un très bon souvenir à Bienne. Donc oui, pourquoi pas? En tout cas, moi, j'apporte beaucoup de crédit à ce que réalise Anders Solsan du côté de Turgovie, mais c'est pas pour autant. Je pense quand même que Chaux-de-Fonds et Sierre ont des projets qui sont un peu plus avancés, même si Sierre, la patinoire est encore à l'état de projet, mais la votation populaire a passé. De tout ce que j'entends, c'est que ça avance bien. Chris McSorley fait du Chris McSorley là-bas, à savoir un lobby assez important. Donc oui, je pense que c'est Chaux-de-Fonds et Sierre ont un projet qui pourrait permettre de monter. Maintenant, la Swiss League aimerait une relégation, promotion plus automatique qu'actuellement, où actuellement c'est un peu les 12 travaux d'Hercule, et on en rajoute encore un ou deux pour la forme. Donc la promotion, elle est très difficile à obtenir. Il faudrait peut-être simplifier ça, mais le problème, c'est que une équipe d'en haut tombe, elle perd, tous les contrats deviennent caducs, et puis elle doit reconstruire, elle tombe, elle peut pas remonter. C'est pas comme en football où les promotions et relégations sont un peu plus naturelles. En hockey, c'est impossible. Donc c'est ça le principal problème, et j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment soluble. Greg, tu nous fais des transitions en parlant de Chris McSorley. Ça permet d'enchaîner avec Genève. On va directement, je pense, prendre cette question de Mathieu parce qu'elle concerne Taylor Beck. Et Taylor Beck, c'est un peu le suspect usuel en ce moment aussi, je trouve. Pensez-vous que Taylor Beck devrait rester à Genève? Et si oui, qu'est-ce qu'il pourrait apporter au GSHC? Et s'il venait à partir avec cet échec et celui de Spacek, est-ce que Mark Gauci est encore l'homme de la situation? Ah bah dis donc. Taylor Beck, 6 matchs, 0 but, 0 assist, 4 défaites, 2 victoires. Il était présent les 11-0 et 8-0. Il y a eu un 5-1 contre Lugano. Il était présent samedi contre Ajoie, le 2-0. Quand il est sur la glace, c'est difficile de dire que ça se passe bien. Mais après, il n'est pas tout seul, hein, on est bien d'accord. C'est clairement un échec. Pour l'instant, c'est un échec parce qu'il a peut-être pas trouvé sa place. Il n'a pas trouvé le rythme de la National League. C'est le pire joueur de Genève Servette d'un point de vue offensif en termes d'expected goal quand il est sur la glace avec 43,07. Mais je mets un immense bémol à ça, c'est qu'il n'a que 6 matchs. Il a été présent lors de matchs catastrophiques. Donc, il faut être faut faire un peu attention quand même concernant les statistiques avancées de Taylor Beck. Par contre, les statistiques, c'est une chose, mais ce qu'on voit sur la glace, moi je l'ai vu l'autre jour contre Langnau, honnêtement, j'avais l'impression qu'il allait plus vite en arrière qu'en avant. Et c'est quand même un peu un problème. Il patine pas très vite en arrière. Hein. C'est qu'en avant, il peut pas tant en avant, justement. Ouais, c'est surprenant. Surtout que j'ai l'impression que sur les engagements de joueurs étrangers, Mark Gauci, c'est quand même pas quelque chose où il s'est beaucoup planté. Alors oui, il y a eu Spacek, mais c'est pas une question de qualité ou d'adaptabilité au jeu de National League. C'est quand il a signé à Genève, on l'a tout de suite dit que c'était un Zorgenkind
du côté d'Ambry, mais qu'en gros, d'être le roi au village, c'était possible, mais vouloir être le roi à la ville, c'était devenu un peu plus compliqué. Puis il a jamais trouvé sa place à Genève, donc Gauchi l'a dégagé. Est-ce qu'il est l'homme de la situation? On rappelle quand même les succès de Genève depuis qu'il est là. On rappelle les bons transferts qu'il a effectués aussi. Après, oui, ça fait un moment qu'il n'a pas signé de gros joueurs suisses, et je mets évidemment Stéphane Charlin de côté. C'est l'ancien junior du club qui revient, ça minimise pas le travail, hein. Il faut le convaincre de revenir. C'est pas parce qu'il a fait ses juniors à Genève qu'il revient de toute façon. Il avait pas pris un aller-retour en partant à Langnau, il avait pris juste le billet aller, il a fallu faire un billet retour. Mais voilà, mais par exemple, il y a quand même à Genève un problème au niveau de l'engagement des joueurs actuellement. Il y a eu le départ de Schneider qui est problématique pour la saison prochaine, qui a signé à Zug. Bernie, ben voilà, c'était un gros joueur, mais en termes d'impact sur la glace, ça c'était un peu plus compliqué. Maintenant, moi, je ne jetterai pas tout non plus. Je pense qu'il n'est pas aidé non plus par ce qu'il a à disposition comme infrastructure. Il doit vendre les Vernets à des joueurs en disant « Viens chez nous, tu verras, c'est super ». Puis tu as d'autres clubs, et même sans aller chercher très loin, hein, les deux clubs géographiquement les plus proches, Lausanne et Fribourg, qui disent ben, « Nous aussi, c'est super ». Puis en fait, tu vas venir chez nous, puis les infrastructures, elles sont propres, quoi. Modernes. Ouais. Elles sont modernes, c'est des nouvelles patinoires, et en tant que joueur, ça a une vraie valeur. Alors bien sûr, pour un étranger, je peux imaginer que la proximité de l'aéroport, pour certains, de se dire, ben voilà, moi je suis à Granlund, par exemple. De l'aéroport. Granlund qui a prolongé 2 ans, voilà. Super coup ça de Marc Gauchi. Justement, je pense que si je me rappelle bien, la question a dû nous arriver avant la prolongation de Marcus Granlund. Je pense pas qu'une signature change tout à ce qu'on peut penser de Marc Gauchi. Ça, c'est un super coup. Et on disait, pour les étrangers, c'est pour ça que c'est quand même assez peu planté, hein. Pulujärvi, incroyable. Granlund, excellent. On a une question d'ailleurs. Ah, ben je me réjouis. Maninen, il est très bon. Et Jimmy Visi, on n'en parle quasi jamais, mais il a 19 points en 24 matchs. C'est un joueur qui est hyper utile. Il est moins mis en lumière que les autres. Il est peut-être moins mis dans des circonstances moins favorables que les autres, mais il produit pas beaucoup moins. Donc, c'est plutôt sur les engagements des Suisses et sur la relève et les jeunes qui ont leur chance ou pas, justement, du côté de Genève, le problème. C'est Rafik Ladif. Hello, merci pour le podcast. Toutes ces théories toujours plaisantes à écouter. Au sujet de Genève, un avis sur le dernier mercato des étrangers. On va souvent entendu sur Pulujärvi, mais pas tant sur Visi. Ben voilà, Greg a pu le remettre. Ouais, je m'excuse, alors j'avais l'église au milieu du village. Sarjärvi, Ruta, Beck. Ben Beck, on en a parlé. C'est vrai que Ruta et Sarjärvi, on avait dit que c'était un super transfert quand il est venu parce que on se rappelait de ce qu'il avait fait avec Langnau et on se dit à raison que si tu le mets dans un environnement avec Granlund, avec même Chanton, Bernie, Souter et tous les autres joueurs qui sont à Genève, ça doit pas être terrible pour lui, mais il a un tout petit peu peut-être moins d'impact aussi parce que c'est dilué par le talent probablement qu'il y a à Genève où il a moins besoin d'être le Vili Sarjärvi qui était la pierre angulaire du système, ou en tout cas une des pierres angulaires à Langnau. Ruta, là aussi, quand il était venu, on en avait parlé en disant que c'était un bon renfort avec de l'expérience. Et puis, il y avait une question. C'est vrai que ça, c'est quelque chose, on en a forcément peu parlé parce qu'on l'a, j'ai envie de dire, pas vu jouer ou quasi pas cette saison. C'est une question de Tom. Merci pour votre podcast. Petite question sur le GSHCL4 Tanner Richard. Est-ce que vous obtenez des informations de votre côté? Je trouve que le manque d'infos du club est douteux. Bon, alors ça, c'est son adjectif. En play-off, j'aurais compris de ne pas donner d'informations aux autres clubs, mais pas au mois de novembre, avec moins d'un match joué pour lui. Merci et bonne continuation. Bon, commotion cérébrale. Je crois malheureusement qu'il n'y a aucun mystère qui est fait là autour. Je sais que certains joueurs, par le passé, il n'y a pas besoin de donner de nom, c'est pas important, voulaient pas que certains clubs communiquent sur leur commotion cérébrale. Je sais pas pourquoi, mais ça c'est vraiment ça. Par rapport à la santé des joueurs, est-ce qu'on dit ou ce qu'on dit pas, c'est toujours très personnel. Et je vais jamais critiquer un joueur qui insiste auprès de son club de dire non, dites pas que j'ai une commotion. Ma foi, ça lui est propre. Là, par contre, ils ont été très clairs. Il a une commotion et on sait comment ça se passe une commotion. C'est que ça peut être un jour, tu as un peu mal à la tronche et puis 3 jours après, c'est tout bon. Et ça peut durer des mois et des mois. Donc, malheureusement, concernant Tanner Richard, c'est exactement ce qui est en train de se passer. De ce qu'on m'a dit, il est quand même toujours autour de l'équipe. Il s'entraîne, il faisait du vélo. Enfin,
il fait le processus de réhabilitation post-commotion. Donc malheureusement, je crois que c'est pas douteux pour reprendre l'adjectif qui a été mis. Mais non, ils l'ont dit très clairement, commotion cérébrale. Donc malheureusement, ça prend du temps et c'est vrai que c'est un gros problème parce que c'est un joueur de centre qui est potentiellement dominant. Rappelons-nous des playoffs qu'il fait lorsque Genève va au titre. Il était top scorer de l'équipe. Il avait été incroyable, ce qui lui avait permis d'être sélectionné pour le mondial juste après. C'est un joueur qui est aussi une sorte de grognard dans le vestiaire, qui peut être capable de t'aider en termes de leadership et de hargne sur la glace, ce qui manque cruellement à ce Genève Servette. Et je me permets de faire une petite digression, et je pense qu'on va terminer là-dessus sur Genève. Cette équipe, moi, je la trouve vraiment, vraiment pas inspirante ou engageante, et je trouve pas que le changement de coach a eu un impact majeur. Non. Et je dis pas ça uniquement sur sur la défaite à Port-Rentruy, mais dans le fond de jeu, même la victoire contre Langnau, moi j'ai pas trouvé ça très bon. Ils ont 3 défaites sur les 4 derniers matchs, et la seule victoire, c'était honnêtement franchement poussif contre Langnau. Et à un moment donné, moi je commence à me demander, cette équipe de Genève, si je la vois pas un peu trop belle depuis le début de saison, et a fortiori depuis le changement de coach. Et je trouve que ce qu'on voit actuellement de Genève Servette, c'est ce qu'on a vu ces 3 dernières saisons, ou ces 2 dernières saisons, à savoir, quand la première ligne va sur la glace, on se dit, putain, c'est incroyable, ils sont tellement forts ceux-là. Puis après, on enchaîne les lignes 2, 3 et 4, puis on se dit, bon, bah, vivement que la 1 revienne, parce que les autres ne font plus grand-chose. Et tu dois jouer du E4 0-0 sur les lignes 2, 3 et 4, et tu espères que tu as une ou ton powerplay marque. Bah, c'est pas comme ça que tu vas avoir du succès. Et moi, je trouve vraiment qu'en ce moment, cette équipe de Genève, elle fait un peu souci, honnêtement. Et si dans les top 8, il y a une équipe que je commence à voir un peu sur le ballon et que je commencerai à mettre un peu plus bas que top 6, du coup, bah, c'est Genève Servette en l'état sur ce qu'elle montre depuis une dizaine de matchs. Ouais, Genève qui, pour son week-end, on terminera là-dessus, bah, se déplace. C'est un week-end, on va dire, au lac de Zurich. Déplacement à Rapperswil vendredi et réception des CDC Lions samedi. On termine cet épisode avec le Lausanne Hockey Club. On va commencer, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions à ce niveau-là, sur une question de Romain. Hello à vous, est-ce que le fait que l'LHC a pratiquement joué la moitié de sa saison plus la CHL en 2 mois peut expliquer toutes ces blessures? On a eu plusieurs questions concernant les blessures au LHC. C'est clair que ça aide pas. Je sais pas les blessures au niveau structurel, si on peut accorder ça à trop de matchs. Par exemple, la blessure de Théo Rochette, bah, c'est pas trop de matchs. C'est juste qu'il a reçu une charge qui lui a fait mal à l'épaule. Ma foi, c'est plutôt pas de bol. Mais qu'est-ce que tu penses justement de ces blessures? Est-ce que c'est clair que la charge de travail, il y a quelqu'un qui a remarqué, je crois que c'est sur un des forums, qui disait que il y a beaucoup de blessés, notamment à Berne aussi, qui a joué la Champions League, à Zug, et puis à Zurich, qui ont été un peu embêtés. Ah tiens, comme par hasard, les 4 équipes qui ont joué la Champions League. Mais j'avoue que j'ai pas été regarder si les autres équipes avaient été aussi impactées par ça, comme les 4 équipes qui étaient en Champions League. Ouais, alors j'ai pas comparé les deux. Par contre, il y avait plus de 50 blessés simultanés dans la ligue il y a quelque chose comme 3 semaines. Merci aux amis de NLS Data pour la statistique. C'est énorme. Effectivement, il y a tout le monde qui est touché. Mais bien sûr, une équipe comme Lausanne, par chance quand même, par contre, Lausanne a une vraie profondeur. Parce qu'il te manque derrière une ligne complète avec Eldner et Fiedler, même si on peut penser ce qu'on veut de Fiedler, ça reste un joueur de rotation, on va dire, du côté de Lausanne. Devant, il te manque Suomela, Prassel, Holdener, Rochette et Kaoun. Alors évidemment, Suomela et Kaoun, vu qu'il y a un étranger, il y en a un des deux qui serait peut-être pas forcément sur la glace, mais rien que Rochette, Suomela et Prassel, ça te fait une ligne offensive. Eldner, Fiedler, ça te fait une ligne défensive. Derrière, bonne chance. Donc là, on va dire quoi, l'exploit entre guillemets d'être allé gagner à Zurich après les tirs au but dimanche après-midi dans ces circonstances avec Gaël, Thibaut Martin, Wenger, Barry sur la glace, bah ces joueurs-là, ils ont quand même, ils doivent remplacer un nombre d'absents majeurs. Et oui, Lausanne est clairement handicapé actuellement à ce niveau-là, plus que certaines équipes, c'est clair. Et la charge de travail a forcément un lien. Surtout que j'ai l'impression qu'historiquement, Lausanne, c'est une équipe qui gérait bien
c'est les temps de jeu, c'est quelque chose qu'on a toujours mis en avant concernant Jeff Ward. C'est que c'était un coach qui savait manager son équipe. On a eu dit de temps en temps qu'il y avait des joueurs qui jouaient un peu trop. On pense à un Brännström qui a joué un match à 27 minutes. Brännström et Nikou, j'ai presque envie de dire, c'est un peu les exceptions de l'équipe. Mais globalement, les temps de jeu sous Ward, depuis son arrivée il y a 3 ans, on rappelle, ça fait 3 ans qu'il est là, sous Ward, ça a toujours été un bon management. Et j'ai l'impression qu'en termes de gestion des entraînements et par Kirin, leur responsable du conditioning, on va dire ça comme ça se passe bien à Lausanne habituellement. Et pour qu'il y ait une telle masse de blessures simultanées, tu peux pas le mettre sur les coachs font n'importe quoi ou le management fait n'importe quoi. Ça, j'arrive pas à le dire. Donc ça peut être ailleurs. Et la surcharge de match, c'est clair que c'est un facteur. Donc oui, après, tout le monde a beaucoup de matchs, tu l'as dit, hein, Zurich aussi, Zug aussi, Berne aussi. Mais là, oui, le calendrier condensé de ce début d'année avec une année olympique, avec la trêve olympique, c'est démentiel. Et Lausanne a 25 matchs, comme il l'a dit. Il jouera son 26e et donc la moitié du championnat ce week-end, alors qu'on est encore novembre, il n'y a pas eu les premières neiges en pleine. C'est terrible. Par contre, Lausanne est deuxième à 44 points. Certes, que 4 points d'avance sur Lugano 7e ou 5 sur Genève 8e et un match en plus, voire 2 par rapport à Zug, on est bien d'accord. Mais 44 points en 25 matchs, c'est un rythme qui te suffit normalement pour être top 6. Vu l'enchaînement de blessures, vu l'enchaînement des matchs, vu la Champions League, moi j'ai l'impression que si tu avais donné cette feuille de route à Jeff Ward avant la saison en lui disant ça te va à 25 matchs, 44 points après avoir été éliminé en Champions League, si tu n'as pas joué les 8e de finale de Champions League, tu n'auras pas envoyé les juniors en Suède, il est pour. Il aurait clairement été favorable à ça. Alors oui, avec le début de saison qu'a réalisé Lausanne, où Lausanne était au coude à coude avec Davos, voire devant Davos après une dizaine de matchs, bien sûr, c'est un peu décevant la suite, mais on parle toujours un peu de pic de forme et que là, il y a eu un petit creux en termes de résultats avec quelques défaites successives liées justement à ce nombre de matchs consécutifs. C'est totalement normal. Et là, on va peut-être à un moment donné avoir un calendrier du côté de Lausanne qui va s'adoucir, on va dire. Voilà, exactement, et ça va forcément les rendre un peu meilleurs. Question de Sébastien Staub. Constatation depuis plusieurs matchs maintenant, Lausanne n'y arrive plus à 5 contre 5. Pire encore, je trouve leur jeu sans beaucoup d'idées. Oui, il y a des blessures, mais je trouve quand même étonnant qu'avec le monde qui reste sur la glace, ils n'arrivent pas à mieux faire. À part Fuchs qui ne conclut pas ses actions, mais qui amène du danger constamment, et Oksanen qui récupère énormément de pucks en zone offensive et qui du coup crée du jeu, je trouve le reste de l'équipe sans idées. Hormis Brännström qui lui est toujours à fond. Qu'en pensez-vous? Merci pour vos analyses, toujours un plaisir de vous écouter. C'est vrai qu'Oksanen, je pense que c'est, je sais pas si on peut dire que c'est le unsung hero, mais c'est quelqu'un qui, quand il joue derrière le but, amène finalement, peu importe avec qui tu le fais jouer. J'avais posé la question au début de saison quand il n'y avait pas encore Suomela, puis après quand il y avait Suomela, qu'il était content de le retrouver, mais il a l'habitude maintenant de jouer un petit peu avec tout le monde et peu importe où tu le mets, c'est pas forcément le buteur, hein, mais par contre il a un physique et une physionomie il n'y a pas beaucoup de joueurs à Lausanne qui sont comme lui, puisque on disait que Fuchs avait voulu faire prendre beaucoup de joueurs rapides et vifs, et que Oksanen est utile pour ancrer quelque chose. Fuchs, on en a parlé, c'était la semaine dernière, où on disait qu'il y avait beaucoup de points en powerplay, mais qu'à 55 c'était quand même compliqué. Ouais, Oksanen, c'était ma bonne surprise de la semaine dernière, hein, si tu te souviens. C'est juste. Et effectivement, moi je peux que rejoindre ça, parce qu'il marque une pelée de points à 5 contre 5 aussi. Il a un impact physique qui est important, il joue juste, il joue fort. Moi j'aime vraiment beaucoup ce joueur, et voilà, c'est un joueur qui est en fin de contrat. Ça va être intéressant de voir ce que fait John Fuchs avec lui, mais pour moi c'est pas une bonne surprise, dans le sens où on a vu l'année passée ce qu'il était capable de faire, mais on l'associait beaucoup à Suomela, c'est Suomela et Oksanen. Et en l'absence de Suomela, il trouve des moyens d'être utile avec plein d'autres joueurs. Donc ouais, vrai bon joueur. Du côté de Lausanne, cette phase, on va dire, du moment, elle doit pas mettre trop d'ombre sur ce qui se passe depuis le début de saison, et si même on réfléchit sur ces dernières saisons, hein, mais même si on se focalise et on se borne à parler que de la saison actuelle, ça se passe globalement bien du côté de Lausanne. Moi, ce qui me manque un peu, 5 contre 5, non?
le 5 contre 5, le jeu de transition à 5 contre 5. C'était la meilleure équipe de la Ligue les 2 dernières saisons. Et là, c'est vraiment une des plus mauvaises de la Ligue. Surtout sur les 10 derniers matchs, il n'y a plus de transition du côté de Lausanne. Ça a été le cas sur toute la saison, mais c'est encore pire depuis 10 matchs. Donc c'est vraiment pour moi le gros point faible de Lausanne actuellement. Et j'ai l'impression que c'est justement, ça va à l'encontre de l'ADN qu'a voulu instaurer John Foust dans cette équipe. Et Jeff Ward, évidemment, ils sont deux. Hein. Et je comprends pas en fait pourquoi cette équipe-là elle est pas meilleure en transition que ce qu'elle montre actuellement. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, elle va être capable d'enclencher la deuxième. Et quand elle va de nouveau plus se projeter vers l'avant, les résultats devraient aussi un peu plus suivre. Les résultats, les 2 prochains matchs, on terminera là-dessus. C'est vendredi, on l'a dit, déplacement à Fribourg. Et samedi, la réception de Zug, donc 2 équipes du haut de classement pour le Lausanne Hockey Club. Eh bien, on est au terme de cet épisode numéro 15 de la saison 8 de Colfax. On avait dit qu'il fallait qu'on termine avant 11h. Il est 10h59, donc j'ai bientôt la femme de ménage qui va taper à la porte. Donc, on peut pas en dire plus. C'est les circonstances de cet épisode. On garde quelques questions pour la suite, bien entendu, mais on a pris les plus pressantes, entre guillemets. Merci à tous pour toutes vos questions. On est présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez nous suivre sur Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou YouTube. Et d'ici la semaine prochaine, on vous souhaite 2 bons matchs et je voulais terminer en dédiant cet épisode à Quentin qui nous a quittés ce week-end, qui était un de nos amis très proches. Et on a une petite pensée pour lui au moment de terminer cet épisode. Grande pensée, effectivement. À bientôt.